Home, 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 home. This is home. Everywhere I look, I see signs. Everywhere I go, I feel your sight. All the little things that makes it home. Home, 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 home. Josiane et Daniel, bonjour. Bonjour. Vous êtes collectionneur de broderies religieuses et de tableaux de dévotion depuis 1976. Une partie de vos œuvres sont exposées depuis 2010 sous le nom Le Trésor de la cathédrale du Puy-en-Velay. Mes sœurs et moi avons été éblouis par votre collection de broderies religieuses et sommes ravis que vous puissiez participer à nos recherches. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Dans le cadre de notre projet, nous essayons de comprendre ce qui mène tout un chacun à porter attention à la broderie. À votre avis, comment la broderie est-elle perçue en général? Est-elle perçue comme un art? D'une façon générale, elle ne fait pas partie des arts majeurs, la peinture, la sculpture. Les gens les perçoivent, dans le meilleur des cas, comme un art mineur. Et j'ai dit dans le meilleur des cas parce qu'en général, quand les gens pensent à la broderie, ils pensent plutôt au point de croix qu'on peut faire à l'école maternelle et à la broderie des grandes-mères qui parfois ne dépasse pas nécessairement ces stades, ou la broderie en blanc qu'on fait sur les oreillers ou sur les lits, ou parfois dans le meilleur des cas aussi sur certaines nappes très joliment brodées, bien sûr, mais pas nécessairement, les gens ne les voient pas comme un art majeur. Est-ce que votre perception a changé, ou est-ce que vous considérez la broderie comme un art à part entière? Plus que ça. Plus que ça. Oui. Chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Ah, oui. Les arts majeurs se caractérisent par la création, d'une part, l'originalité de la création, d'une part, et aussi par le fait qu'il y a une transformation de la matière. C'est le cas de la sculpture, c'est le cas aussi de la peinture, dans laquelle, effectivement, on va appliquer une couleur sur une surface, et cette surface peut être de différentes natures, peut être le bois, peut être la toile, peut être mûr, crépi, c'est très variable. Et ça reste quand même, les arts majeurs restent quand même relativement limités. Il y a toute une création artistique qui va autour, qui est considérée comme faisant partie des arts mineurs. Mais ce n'est pas seulement le cas de la broderie. Les cas quand on fait de la faïence, ça peut être une faïence italienne de très grande qualité. Quand on fait de la porcelaine, c'est aussi un art qui est considéré comme étant mineur. Pourtant, il nécessite un travail qui est extrêmement poussé au niveau de la matière d'une part et de la création d'autre part. Pour la broderie, ça prendrait beaucoup de temps de parler de la matière qui est utilisée et puis les techniques qui sont nécessaires de développer pour justement faire ce que j'appellerais un chef-d'œuvre de broderie. Très bien, alors du coup c'est intéressant parce que Josiane, la broderie c'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre pour vous. Et c'est vrai que du coup je m'intéresse un petit peu à la réaction des gens lorsque vous dites que vous êtes collectionneur de broderies religieuses. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la réaction la plus courante lorsque vous faites part du fait que vous êtes collectionneur de broderies religieuses? En général, les gens ne savent pas de quoi on parle, jusqu'au moment où ils en voient. Par exemple, visite guidée du trésor brodé du Puy-en-Velay, là les gens découvrent quelque chose. J'ai été particulièrement séduite par les broderies végétales de certaines de vos pièces. La facture des broderies de fleurs, certaines chasubles, la douceur des dégradés de couleurs, la complexité de la composition, l'impression du fondu de temps en temps, lorsqu'on les voit de loin ou de près, il y a des vraies choses qui se passent. Comment avez-vous reçu ces images
lorsque vous les avez découvertes? Quelle a été votre sensation, votre sentiment? Qu'est-ce qui s'est passé? À mon avis, la même que la vôtre. C'est vrai. Ah oui, pareil, je suis tombée aussi en amour pour ces fleurs. Et il y a aussi le côté symbolique de la fleur. Hein. Ouais. Ça, c'est le côté religieux, bien sûr, la liturgie qui apporte un plus, une expression de le blanc, la pureté, etc. Chaque fleur a sa signification. Ouais. Et ça, c'était encore un autre sujet. Un autre sujet. Ouais. Mais si je peux ajouter, Oui, Dan. la décoration avec des éléments végétaux comme premier motif dans la décoration liturgique est relativement récente. D'accord. Dans la décoration liturgique, au début, elle était destinée bien sûr à quelque chose qui allait impressionner par la beauté, mais cette beauté est exprimée surtout par l'utilisation des fils d'or, des fils d'argent et des fils de soie, donc c'était la polychromie et la brillance. Mais par contre, les scènes qui étaient reproduites étaient généralement des scènes qui représentaient des histoires bibliques, des saints ou des images saintes. Quand je dis biblique, ça peut être Ancien ou Nouveau Testament. Parce que dans la peinture, comme dans toute activité religieuse à l'époque, étant donné que le message n'était pas transmis par l'écriture, il fallait le transmettre par l'image. Donc, jusqu'au, je dirais, milieu du XVIIe siècle, la fleur, le végétal, n'était pas quelque chose qui apparaissait d'une façon courante dans la liturgie. Ça racontait moins d'histoires finalement que d'avoir des personnages qui remplaçaient un petit peu des choses qui pourraient être lues par des gens qui savaient lire. Tout à fait. Oui, oui, oui. Très bien, donc c'est arrivé après. C'est arrivé après en grande quantité. D'accord. Disons, il y a eu une mode, en fait. Elle pouvait apparaître comme un élément décoratif, relativement discret avant, mais pas avec cette espèce d'explosion qu'on peut voir dans certains chasubles ou dans certains chapes ou des dépens d'hôtel ou des antépendiums, où c'est vraiment... les champs est inondé par la... C'est ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un déclencheur entre le moment où justement on avait des broderies avec des scènes bibliques, etc., et le moment où ils sont passés à quelque chose de beaucoup moins didactique, de plus illustratif? Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu un... Oui, il y a eu un grand changement, le passage du XVIIe au XVIIIe, je dirais. Ouais. Nous, connaisseurs, n'est-ce pas, d'un coup d'œil, on peut dire ça c'est XVIIe, ça c'est XVIIIe. Le XVIIIe est beaucoup plus fleuri. D'accord. Beaucoup, beaucoup plus fleuri. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une raison particulière? La mode civile. D'accord. On s'habillait beaucoup au XVIIIe, on faisait beaucoup de chichis, Oui. C'est pas une question de chichi, mais c'est une question encore une fois, des présences. C'est-à-dire que... Il fallait se montrer. que ça soit au niveau du textile, ou que ça soit au niveau de la broderie qui accompagnait le textile, soit pour les vêtements féminins, soit pour les vêtements masculins, on cherchait généralement dans les classes supérieures, on cherchait justement de pouvoir se montrer. Et on se montrait par la décoration. Donc il faut dire que si la décoration qui est basée sur des rinceaux, des arabesques en général, des éléments géométriques, elle permet de mettre en scène un certain nombre de choses et l'image du pouvoir, c'est vrai que une bordure de veste d'homme avec un dessin de fleurs, c'est quelque chose de tout à fait courant à partir, comme dit Josiane, du XVIIe, milieu du XVIIe siècle. Et après, ça a été une explosion à partir du XVIIIe, oui. Vous êtes devenu, au cours des années, de véritables spécialistes des techniques de broderie. La broderie est aujourd'hui utilisée dans le domaine du design, de la mode, mais en parcourant votre livre, j'ai découvert des techniques que je n'avais jamais vues auparavant. Pouvez-vous nous dire si certaines techniques de broderie utilisées dans les pièces de votre collection ont disparu et pourquoi?
pense à l'or nué. Oui. Oui, parce il coûtait cher à réaliser. Je pense à ça, oui, surtout. Oui, mais il faut expliquer ce que c'est que l'or nué. Oui, mais tu vas l'expliquer très bien. Et dans l'or nué, la toile de base, les tissus de base, est recouvert d'une extrémité latérale à une autre par des fils de métal, que ce soit de l'or ou de l'argent. Bien sûr, ils sont tenus aux deux extrémités. Ils cachent donc le dessin de ce que l'on veut représenter qui est sur la toile. D'accord. Et ce que l'on va représenter et qui est sur la toile, on peut le voir en écartant légèrement les fils. Il y a un dessin préparatoire en dessous, c'est ça? Il y a un dessin préparatoire. Et donc, c'est avec des fils de soie qui vont croiser les fils de métal, des différentes couleurs, qu'on va justement faire en sorte qu'il se constitue une image qui laissera passer à travers plus ou moins la lumière reflétée par le fil métallique, suivant que les points de soie soient plus ou moins rapprochés. Et c'est la raison pour laquelle on appelle or nué, parce que c'est en effet des nuages, des nuances ou des nuages. Je préfère que ce soit beaucoup plus nuages que nuances. Ah oui, j'aime bien nuances. Voilà, ça c'est possible. Et la difficulté majeure, c'est incorporer dans ce type de broderie les figures ou les bras des personnages, bien parce difficile. que ça c'est très difficile. Un visage, faire un visage. Quand dessous, il y a un travail d'or. Comment on fait ça? Du coup, on utilise un fil plus clair qui vient réveiller les tons. Comment ça se passe? C'est très difficile. Il y a plusieurs techniques. Une technique, c'est de enlever l'or là où il y a la figure qui va apparaître et venir broder sur l'âme des fils d'or qui sont la base. Très compliqué. Mais ce qui est important, c'est parce que l'autre solution, c'est de faire en sorte que les fils d'or n'aillent pas d'une extrémité à l'autre, mais qu'ils viennent s'arrêter en chemin. Avant le visage. Et à ce moment-là, la figure est incrustée. Là, c'est moins compliqué déjà. D'accord. La figure est incrustée. Alors du coup, cette technique-là, elle a effectivement disparu. Aujourd'hui, je connais personne qui la fasse. Oui, elle a disparu probablement au 18e. D'accord. Parce que c'était trop cher, trop long, et pas de personnes qualifiées pour le faire, etc. Enfin, bon, plusieurs raisons, économiques sans doute. Alors du coup, d'avoir des pièces comme ça dans votre collection, c'est réveiller un peu le passé et nous permettre de comprendre des choses qui ont été faites, qui devaient être très prisées à l'époque, si c'était... Ça devait être très cher. D'accord. Très cher. C'était utilisé aussi dans la broderie populaire ou seulement dans la broderie religieuse? Non. Civile, c'était trop cher. Civile, oui. Pas forcément religieuse, mais populaire, non, c'était trop cher pour le peuple. On ne la portait pas. D'accord. C'était pas une broderie qu'on portait. Sauf dans un vêtement liturgique. Mais sinon, dans un vêtement civil, profane, on ne le portait pas. Il n'y a pas un seul qui ait un travail de ce type-là. Non. Il me semble que pendant l'âge d'or de la broderie religieuse, chaque élément brodé était porteur de sens, d'une iconographie précise. De la même façon que l'on décrypte un tableau, vous vous êtes livré à cette expérience lors de l'analyse de vos broderies. Cela vous a parfois permis de retracer leur origine, leur lien avec une œuvre de peintre connu par exemple. Pouvez-vous nous parler d'une de ces connexions? Souvent à travers des gravures. Les brodeurs étaient quelquefois peintres, et ça arrivait aussi, peintres et brodeurs, etc. Mais souvent, ils avaient besoin d'un modèle, et c'est dans les gravures qu'ils trouvaient leur modèle. Les gravures qui étaient faites d'après les tableaux de l'époque, et souvent en noir et blanc. Et ça circulait, ça allait dans les couvents, ça allait dans les ateliers de broderie, etc. etc. Et donc, arrivait le moment où il fallait de la couleur, et comme ils n'avaient pas vu l'œuvre d'origine, puisqu'ils avaient le noir et blanc, ça donne des interprétations différentes. Intéressantes, oui. Alors j'ai remarqué une œuvre en particulier, d'après l'exemple de la résurrection du Tintoret, c'est ça? Oui, tout à fait. Le
le chaperon de la résurrection. Tout à fait, c'est l'exemple que j'aurais choisi si j'avais dû en mentionner un. Oui. Est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu l'histoire de cette découverte, justement? À l'époque, je travaillais à mi-temps, donc j'avais un peu plus de temps libre et j'allais souvent à l'hôtel Drouot voir s'il y avait des choses qui auraient pu nous intéresser. Ouais. Donc, à Drouot, vous avez l'habitude, vous savez comment ça fonctionne, non? Un petit peu. En général, il faut aller la veille. Hein, pour voir les pièces. Pour voir les pièces tranquillement, ouais. ou le matin. Et puis ensuite aller... Le jour J. Ouais. Voilà. Et un jour, je me rappelle que je suis rentrée toute excitée, mais vraiment excitée comme une puce. Hein. J'ai dit à Daniel, oh, j'ai vu une pièce, une pièce, une pièce. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? J'achète ou pas? Je mets combien? Alors lui, il me dit, mais moi je n'ai pas vu la pièce, débrouille-toi, fais ce que tu veux. J'ai acheté les deux finalement, oui, parce que oui, j'ai acheté les deux. Et quand je suis rentrée à la maison, il fallait que je passe l'examen. Hein. Oui, montrer la pièce. Voilà, est-ce que tu es d'accord, est-ce que j'ai fait un bon achat, etc. Et... Non, la pièce était absolument exceptionnelle. Ouais. Et à partir de là, effectivement, on essayait de trouver d'où elle venait. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des photos et puis j'ai envoyé les photos à des amis qui étaient conservateurs de textiles aux États-Unis. On a essayé de voir quelqu'un qui nous disait, voilà, ça me dit quelque chose. Puis finalement, on n'a pas trouvé. Et on était en vacances avec une de nos filles, Cécile, la plus jeune, et on était allé visiter la Scuola Grande, où Tintoret a fait la totalité du décor, c'est absolument extraordinaire, et surtout il y a une très belle sacristie qui est aussi décorée par lui. Et on s'était séparés, Josiane était restée avec ma fille, et moi j'étais allé voir la sacristie. Et puis à un moment donné, il y a ma fille qui vient, qui dit « Papa, viens, maman t'attend, il faut que je te montre quelque chose. » Et j'arrive, et effectivement, elle me dit « Voilà, c'est les chaperons. » Et oui, parce que on ne savait peut-être pas à l'époque que les modèles étaient la plupart du temps à travers les gravures. Hein. Donc nous, on cherchait toujours le tableau. Bon. Donc ça vous a permis de comprendre ce qui s'était passé entre les deux, en fait, c'est ça? Oui, parce qu'on a cherché, on a fait les musées de Venise, pour essayer de savoir si effectivement il y avait quelque chose d'analogue qui existait dans les musées et spécifiquement dans les églises de voilà, Venise. Parce qu'on pensait que puisque le modèle était à Venise, la broderie avait été faite à Venise aussi, ce qui n'est pas vrai. Il y a eu quelques années qui se sont écoulées entre ces voyages en Italie à Venise et puis on est allé en Espagne. Et en Espagne, on arrive dans une petite ville qui s'appelle Plasencia. On arrête la voiture, c'était au milieu de l'après-midi. Et puis on part visiter. Et on tombe sur un beau bâtiment moderne, bien, où est écrit Museo etnographico e textile. Musée ethnographique et textile. Textile? Vous avez dit textile? On y va tout de suite. Et puis on regarde, et effectivement, ils disent vêtements liturgiques, 2e étage. Donc on monte au 2e étage tout de suite, et là on arrive à une salle, et tous les deux en même temps on a dit voilà, ces pièces sont les cousines de la nôtre. Pour ne pas dire les sœurs jumelles. Cousines. Donc je redescends, je vais à la voiture, je prends notre book avec les photos, je reviens. Entre-temps, elle lit les notices, et quand j'arrive, elle me dit ça vient de la chapelle du Palais Royal de Madrid. Wow. Et avec les photos, on compare, et surtout la bordure, qui est absolument extraordinaire, était identique. Donc ça ne pouvait pas être autre chose. C'est exceptionnel comme découverte. Oui. Mais c'était pas la fin, parce que maintenant on savait que c'était là, il fallait connaître ça commençait, plus. Il fallait la baptiser. Il fallait connaître plus. Oui. Donc, on devait passer la nuit dans un endroit qui s'appelle Guadalupe, où il y avait eu une école de broderie, mais c'était des brodeurs hommes, exclusivement. Les hommes brodaient à l'époque. Hein. Et on avait prévu d'être là. Donc on arrive là, et puis je téléphone, je cherche, parce qu'à l'époque on n'avait pas de portable, hein,
je cherche dans l'annuaire et puis peut-être à travers l'hôtel les numéros de téléphone du patrimoine national à Madrid. Ouais. Et donc je passe un coup de fil et je demande des conservateurs. En espagnol. Un des conservateurs. Parce que Daniel est argentin, donc ça aide. Ça aide évidemment. Et on me passe une dame qui me répond et je lui explique, voilà, on est venu, on est à Guadeloupe et on est passé par Plassens, on est allé voir le musée ethnographique et textile, et puis on est monté et on a vu qu'effectivement il y avait des œuvres qui proviennent de la chapelle et nous croyons avoir une œuvre qui provient de la chapelle du Palais Royal de Madrid. Et là il y a eu un grand silence. Inquiétant. Qui a duré longtemps. C'est vrai. Elle a réagi. Et la personne au téléphone me dit, est-ce que vous savez comment ces œuvres sont sorties de la chapelle? Je me suis dit, ça y est, ça a été volé. J'ai dit, écoutez, c'est possible, mais nous on l'a acheté à la salle de Rouvre, à Paris. Avec, on peut prouver. On peut pas savoir, on ne savait pas. Ouais. On savait pas. J'ai dit, de toute façon, on va aller à Madrid, est-ce que vous serez d'accord pour nous recevoir? Petit à petit, elle s'est adoucie. Hein. Et donc, il m'a dit, oui, vous me téléphonerez quand vous serez à Madrid. Et puis, on est allé à Madrid, on lui a téléphoné, on est allé la voir. Et là, on a découvert que c'était des pièces qui appartenaient à un ensemble où il y avait, je ne me rappelle plus exactement, mais presque une centaine de pièces avec des chapes, avec des dalmatiques, avec des chasubles, avec des voiles de calice, tout était, tout. 500 et elle nous a ouvert des tiroirs où effectivement on a vu des choses, et là on a appris qu'en fait ce qui s'était passé, c'est que le bedeau cherchait de prendre soin de ces objets, de temps en temps avait soif, et pour étancher cette soif alcoolique, il ne trouvait rien de mieux que de prendre quelques pièces les plus faciles à transporter, aller au marché aux puces de Madrid qui s'appelle El Rastro, les Vendées. Ouais. Et l'histoire nous dit que, parce qu'il y a une enquête presque policière faite par justement la conservatrice dont on parle, qui disait qu'effectivement ça a été donc roulé par le bedeau, qu'il était vendu au Rastro, qu'il s'était acheté par un antiquaire de Mérida, qui est près de Plasencia, et que... Comme il s'était fait arrêter le bedeau, il y avait un registre qui racontait tout ce qui s'était passé. Et donc, probablement, ces chaperons et les deuxièmes qui avaient été achetés par la même personne, probablement, parce que c'était la même vente, qui n'est pas de la même série, sont venus au début du XXe siècle de l'Espagne en France. Donc, c'est une histoire policière, oui. Ah, il y a un registre. Mais c'est très souvent avec les œuvres, quelles qu'elles soient, c'est ce qui se passe. Hein. Ça vous emmène en fait sur la trace, comme des détectives. Pareil, tout à fait pareil pour les œuvres de l'Escorial. Oui. C'est fabuleux. Bah justement, en fait, j'allais venir au fait que vous apparaissez vraiment tous les deux comme des archéologues de la broderie, des détectives, et je dois dire que votre engouement et votre passion sont communicatifs. Vous avez un talent fabuleux pour nous transmettre l'héritage que vous avez regroupé pendant plus de 40 ans. Plusieurs mots reviennent souvent lorsque vous parlez de votre collection. Patience, passion et humilité. Quelles leçons de vie avez-vous tirées de votre expérience de collectionneur? Ce n'est pas nécessairement ce que j'appellerais une leçon de vie, c'est plutôt... ça nous a ouvert énormément de frontières. Voilà, je crois que c'est ça qui est important. Parce que, étant donné que je suis athée, et Josiane, je pense qu'elle l'est aussi, je crois, c'est difficile d'acheter de la liturgie sans nécessairement s'éduquer. Donc, effectivement, il fallait une éducation. Ça, c'est la première chose. Qui peut être critique, mais ça, c'est un autre problème. Donc, il y a une éducation sur le sujet,
Comme d'ailleurs, ça serait le cas pour la peinture. Évidemment. Si on construction de la peinture, si on fait la peinture du 15e, 14e, 15e, 16e, même le 17e, si on veut garder une certaine thématique, on fait de la peinture religieuse ou mythologique, mais c'est la même chose pour moi. Ouais. Donc, ça c'est la première chose. Donc, ensuite, c'est l'aspect historique, c'est-à-dire que la création est toujours liée à une époque. Donc, il y a toute une espèce de connaissance de la société, de l'évolution historique et du milieu. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est tellement particulier qu'il faut s'introduire dans la technique. Et ça, c'est encore un domaine beaucoup plus vaste. Donc, il est évident que là, une fois que vous êtes là, vous ne pouvez pas sortir parce que vous êtes en nase et il n'y a pas moyen, quoi. Vous continuez. Mais après, on a su un petit peu par-ci par-là à qui aller demander des informations, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens passionnés quand même. Hein. Ouais. Et ça nous a fait découvrir des tas de gens qui ont les mêmes passions que nous, qui maintenant écrivent des livres, font des expositions. Il y a un vrai partage. Hein, qu'ils soient américains ou bien français, anciens conservateurs ou encore en activité, etc., etc. Il y a un réseau en France et au monde de gens passionnés par les textiles. Et quand on a besoin de... Là, tu vois par exemple cette broderie, tu peux me dire, eh ben, il y a notre ami qui était conservateur au musée de Fontainebleau qui nous a dit oui, je vais te trouver le modèle de ça, ça me dit quelque chose. Enfin bon, il y a vraiment une très belle ambiance, c'est cool. Il y a quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée lorsque j'ai étudié un petit peu votre collection, et cette idée justement patience et passion. C'est vrai qu'on vit dans un monde qui va tellement vite. En regardant un petit peu les étapes par lesquelles vous êtes passé pour acquérir une pièce, chercher, être certaines fois déçu de ne pas trouver, laisser poser, et puis enfin, certaines fois, trouver une réponse. C'est vrai que c'est un cheminement qui est très inspirant pour notre génération, et que d'avoir un exemple comme le vôtre, justement, sur le long terme, ça nous donne vraiment l'envie de prendre le temps de chercher et d'accepter ces moments, finalement, où on doit se mettre en pause. Et ça a été vraiment un très beau témoignage. C'est la raison pour laquelle je vous posais cette question. Alors maintenant, je vais parler un petit peu de l'avenir de la broderie. Quelle place, justement, vous pensez que la broderie peut avoir à l'avenir? Ça, c'est une question difficile. D'abord, aujourd'hui... La relève, est-ce que la relève est assurée déjà? D'amateurs, de connaisseurs, de gens qui vont continuer à fabriquer, qui vont... Difficile à répondre. De toute façon, déjà du point de vue de la fabrication, du fait d'avoir des brodeurs, en Europe, il y a de moins en moins, ça c'est certain. Disons qu'il y a deux choses qui ont modifié de toute façon. C'est d'une part l'existence de la broderie mécanique, déjà. Évidemment, la broderie mécanique a existé, existe toujours, donc on peut la pratiquer, mais ça ne sera jamais la même qualité, les mêmes effets visuels que vous allez avoir avec une broderie qui est faite main. Cependant, il y a des productions qui existent et qui sont absolument extraordinaires aujourd'hui. Il suffit simplement de voir les expositions qui sont organisées par le Metropolitan Museum, mais ça je vous ai envoyé. La dernière exposition est absolument extraordinaire quand on regarde les choses qui sont exposées et qui ont été imaginées à partir du vêtement liturgique, soit par la forme, soit par les décors. Mais c'est éblouissant, et quand vous voyez les gens qui arrivent pour les grands galas, c'est extraordinaire, parce qu'effectivement, on voit bien que c'est un détournement. Tout à fait, mais un détournement d'une très grande classe, une très grande qualité, en mettant, je dirais, plus en relief que le faisait la religion elle-même, la grandeur et ses côtés scénographiques. Tout à fait, ça ne vient plus servir le même but non plus. Non, ça ne sert pas le même but, mais ça sert quand même à attirer l'attention, puisque quand il y a les prêtres qui arrivent avec sa chasuble d'or, c'est un élément qui, sur une lumière avec des chandelles, vous imaginez ce que c'est quand il se déplace, c'est une lumière qui se déplace. Donc il est évident
Ouais, c'est les mêmes principes. C'est vrai qu'en découvrant votre collection, on a pris conscience de l'ampleur de la recherche. Vous êtes vraiment dans une dynamique de faire passer un savoir, de transmission, avec le fait d'avoir fait un glossaire, un lexique, etc. C'est-à-dire que même quelqu'un qui ne connaît rien à la broderie d'un coup découvre votre collection et peut commencer à avoir des clés de lecture. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fabuleux que vous avez mis en place ensemble. Merci. Ça fait du bien. Je rappelle que votre magnifique livre « Le trésor brodé de la cathédrale du Puy-en-Velay » aux éditions Albin Michel est disponible à la vente, on le voit juste derrière vous. Une vraie mine d'or pour tous ceux qui veulent découvrir votre collection et l'art de la broderie religieuse et tableaux de dévotion. Josiane et Daniel, nous avons été enchantés de partager ce moment avec vous. Votre témoignage est d'une richesse exceptionnelle et va nous aider à développer notre projet dans le respect de savoir-faire ancestraux. Il inspirera aussi, j'en suis sûre, de nombreuses personnes. Merci. Bon courage à vous. Merci. Super, merci à vous. Everywhere I go, I feel sight. All the little things that makes it home, 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 home.